Bienvenue, mesdames, messieurs, un an et plus après l'implémentation du PAG, programme d'action du gouvernement, ils se sentent comme abandonnés sur le Caire, les travailleurs béninois. Et pourtant, leurs contributions pourraient être, dit-on, d'une certaine importance dans la mise en œuvre des réformes annoncées pour la concrétisation du dit programme. Écartés de tout, des grandes décisions engageant leur avenir, ils se disent aussi dépouillés de l'essentiel, certains droits acquis de longue lutte, ceux promis et même des questions de liberté fondamentale. Faute d'une oreille attentive, ces travailleurs qui s'estiment à tort ou à raison lésés sont alors passés de simples mouvements de protestation au mouvement de débrayage. Secteurs de la santé, de l'éducation et de la justice sont paralysés au son de la ritournelle « ça ne va pas ». Syndicalistes et acteurs politiques n'auront pas été du reste. Seule voix à avoir jusque-là manqué, celle de la société civile, plus discrète que jamais. Mais qui, le 31 janvier, a fini par rompre la glace avec un tableau très peu reluisant de la gouvernance talon. À cette sortie médiatique, 100% Bénin, pour ce numéro-ci, a voulu y consacrer son temps d'antenne. Ce sera autour du thème « Gouvernance au Bénin à l'ère du régime du nouveau départ ». Le contrat social et les droits humains sacrifiés à l'aune des réformes. Dans un instant, mesdames, messieurs, le regard croisé de deux acteurs de la société civile. Mais avant de les découvrir, la revue de presse. La une des journaux avec Kodjovi Ametonou, déjà confortablement installé. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour à nos amis téléspectateurs et à chacun et à tous, nous souhaitons un bon mois de février. Ah oui, le montant du salaire des ministres et cadres de l'administration continue de défrayer la chronique pour ce que j'observe. Tout à fait, c'est ça qui occupe d'ailleurs la grande majorité des quotidiens ce matin. Et là-dessus, la dépêche nous informe que le gouvernement a été interpellé par l'honorable député Guy Mitopé. Et si vous le voulez bien, on va y aller le plus rapidement possible avec donc la dépêche qui met donc en titre obligation de répondre aux interpellations du Parlement, un casse-tête pour l'exécutif, la question d'actualité de l'honorable Guy Mitopé. Puis pour outrage à l'Assemblée nationale par le chef de l'État, un citoyen saisi la Cour, la nouvelle tribune alternative politique à la gouvernance talon, une opposition muette, affaiblie, désorganisée et sans stratégie, et puis rémunération fulgurante des directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet et autres. Le député Guy Mitopé somme le gouvernement de s'expliquer. L'Afrique en marche, décret numéro 2017-570 fixant les rémunérations des cadres, ça chauffe au palais de la Marina. Talon rattrapé par les salaires politiques, le député Mitopé adresse une question d'actualité au gouvernement. Les syndicats exigent déjà la hausse du SMIC. Et puis le nouvel observateur. Combien coûtent les salaires politiques au Bénin? Guy Mitopé apostrophe le gouvernement. Et puis la revalorisation des salaires au cœur des revendications. La nouvelle arme des syndicalistes contre les exécutifs. Et puis quotidien Matin Libre, salaire politique sous la rupture. Guy Mitopé attend des explications du gouvernement. 13 mois après le lancement du programme d'action du gouvernement, où sont les 5000 premiers logements sociaux? Et puis RAVIP, l'EPI, droits humains, gouvernance au sommet, les observations de la société civile. Joël Etondi. Merci à vous, Kodjovi Ametonou. Je ne vais pas vous laisser partir ainsi, c'est de tradition désormais. Et je m'arrête sur le sujet évoqué en début de votre présentation, mais je m'arrête avec l'observateur, le nouvel observateur, qui parle de l'honorable Guy Mitopé, qui apostrophe le gouvernement. Tout à fait. L'honorable Guy Mitopé, ce n'est pas la première fois qu'il interpelle le gouvernement sur des questions brûlantes de l'actualité. Et là-dessus, à propos donc de cette question qui a trait donc au salaire, depuis peu, ça agite l'opinion publique nationale. On veut savoir à quel taux les ministres du gouvernement sont payés. Le chef de l'État aussi, ce qu'il gagne à la fin de chaque mois. Mais malheureusement, ce sont les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux qui sont aujourd'hui livrés donc à la population. Et on sait à peu près combien eux, ils gagnent dans la République. Lorsque vous demandez à une population de serrer davantage les ceintures et d'espérer un lendemain meilleur, et qu'on apprend dans les coulisses que
près de 10 fois, à près de 8 fois, près de 20 fois au besoin. Certains salaires sont multipliés alors qu'un gouvernement précédent que vous avez décrié et que vous continuez de peindre davantage en noir à travers la gestion n'a jamais payé autant de salaires à ses membres. Je crois que ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de morale. Et si au sein de ce gouvernement, il y a des gens qui ont travaillé pour la nouvelle conscience, on se demande véritablement si on est en train d'enseigner ou de pratiquer ce qu'on a toujours demandé à la population, ce qu'on a toujours enseigné au peuple. Mais malheureusement, c'est la République et c'est comme ça fonctionne. Ceux qui devraient en parler, vous prenez par exemple les acteurs clés de la société civile, ceux qui avaient la grande gueule, ils sont tous casés aujourd'hui. Les opposants, il faut nuancer quand j'en reçois quelques-uns tout à l'heure. Je dis simplement que ceux qui avaient la grande gueule, ils sont aujourd'hui casés. Et vous prenez donc ceux qui peuvent se réclamer, les vrais opposants, ils sont boutés dehors. Vous prenez maintenant la presse, c'est la pensée unique. Vous prenez les titres, c'est à la limite les mêmes réflexions que les journalistes mènent aujourd'hui au niveau des rédactions au Bénin. Bref. Quand je viens m'étonner, je vous interromps pas, mais l'Afrique en marche, parce qu'on nous dira tout à l'heure que le temps est parti, l'Afrique en marche nous apprend que les syndicats exigent déjà qu'on voit à la hausse le SMIG. Mais qu'est-ce que vous demandez d'autre à ces syndicalistes si ce n'est pas le cas? Vous êtes dans une république où les ministres sont à des centaines de millions de francs CFA. Donc ils sont dans leur bon rôle. Vous pensez qu'un travailleur n'a pas le droit de réclamer davantage, plus d'aisance? Et c'est cela, le gouvernement devait travailler davantage, plutôt à servir le peuple qu'à être servi. Mais dans le contexte béninois, on se sert lorsqu'on est au sommet de la République. Et c'est pour cela qu'on invite désormais la jeunesse qui entretient aujourd'hui la rupture à davantage travailler, à intoxiquer davantage. Le FMI est passé ici, il a demandé pour que l'on intègre davantage le social dans la gestion. Mais est-ce que c'est le cas? Le chef de l'État a dit le social au Bénin, c'est distribuer de l'argent. Mais lorsque les ministres sont payés à ce frais, alors qu'est-ce qu'il en dit? C'est une question qui est restée posée. 5 000 logements par an. On est à presque 3 ans de la fin du mandat. On attend 20 000 logements d'ici 2020. Merci à vous, Kodovia Maintenant. Votre débat sera poursuivi tout à l'heure par les acteurs de la société civile qui sont montés au créneau. Les mêmes interrogations sont revenues. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette rubrique. Demain, c'est un autre jour. Vendredi, ce sera toujours avec la même disponibilité. À demain. Bienvenue, mesdames, messieurs. 1 an et plus après l'implémentation du PAG, programme d'action du gouvernement, ils se sentent comme abandonnés sur le quai, les travailleurs béninois. Et pourtant, leur contribution pourrait, dit-on, être d'une certaine importance dans la mise en œuvre des réformes annoncées pour la concrétisation du dit programme. Écartés du tout des grandes décisions engageant leur avenir, ils se disent aussi dépouillés de l'essentiel, certains des droits acquis de longue lutte, ceux promis et même des questions de liberté fondamentale. Faute d'une oreille attentive, ces travailleurs qui s'estiment, à tort ou à raison, lésés, sont alors passés de simples mouvements de protestation au mouvement de débrayage. Secteurs de la santé, de l'éducation et de la justice sont paralysés au son de la ritournelle. Ça ne va pas. Syndicalistes et acteurs politiques n'auront pas été du reste. Seule voix à avoir jusque-là manqué, celle de la société civile, plus discrète que jamais. Mais qui, le 31 janvier, a fini par rompre la grâce avec un tableau très peu reluisant de la gouvernance Talon. À cette sortie médiatique, mesdames, messieurs, 100% Bénin, pour ce numéro-ci, a voulu y consacrer son temps d'antenne. Ce sera autour du thème « Gouvernance au Bénin à l'ère du régime du nouveau départ ». Le contrat social et les droits humains sacrifiés à l'aune des réformes. Dans une poignée de secondes, le regard croisé de 2 acteurs de la société civile. À ma droite, il a nom Ralmec Gandaro, juriste et spécialiste des droits humains. Il est le président du CSB, Changement Social Bénin. Ralmec Gandaro, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça fait un moment par ici. Oui, le temps de mieux réfléchir. Merci beaucoup pour la disponibilité. En face de vous, un ami, un compagnon de lutte, si je peux le dire ainsi. Lui là, non, Fidèle Kikan. Fidèle Kikan est le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Fidèle Kikan, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Face à une tension sociale de plus en plus forte, ils sont plus d'un à se demander s'il y a encore au Bénin une société civile. Comme piqués dans leur amour-propre,
quelques-unes des organisations la composant donc la société civile, ont donné de la voix. Au nombre d'elles, Amnesty International Bénin et CSB, Changement Social Bénin. Leur voix par rapport à ce que les citoyens sont en train de déclarer vivre depuis peu. Une situation sociale des plus tendues, mais aussi une situation économique qui laisserait plus d'un perplexe. Mais la question que beaucoup se posent, je la pose ici directement, parce que cela ne peut pas être sur ce plateau. Donc je vous la pose. Halmel Gandaro, fidèle Kikan, à qui veut de prendre la parole. Pourquoi maintenant cette sortie? Merci, monsieur le journaliste. Je salue mon collègue et ami, comme vous l'avez présenté, le président de Changement Social. Pourquoi maintenant? Simplement parce que la société civile, en tout cas celle que nous pensons représenter, a son agenda. Et il faut toujours ajuster le son du tam-tam au pas de danse ou le pas de danse au son du tam-tam. Nous avons en face des acteurs gouvernementaux, des gouvernants très futés, très rusés, qui ont des mécanismes assez sophistiqués. Et je pense que pour se rendre crédible, il faut prendre de la hauteur par rapport aux faits, prendre le temps de la réflexion, le temps des analyses avant de faire des sorties. C'est pour ça que nous avons, au regard de notre agenda, semblé prendre du temps avant de sortir. Une autre raison, nous sommes quand même sortis certaines fois. Vous nous avez vus aux premières heures sur la parodie de Constitution qui est passée à un moment donné. Ça paraît lointain pour les citoyens. Nous sommes sortis, la dernière fois que vous avez vu Changement Social, Amnesty International et Social Watch, c'était justement sur le soi-disant non-lieu sur l'affaire PPA 2. Et maintenant, nous sommes sortis. En fait, nous avons un agenda interne par rapport aux grandes décisions et pour lancer une certaine dynamique. Sur maintenant, la société civile ou le social béninois, le politique béninois a traversé un temps de fronde. La société civile a un rôle d'impulsion. Nous avons vu des éléments de la société civile, des pans entiers de la société civile, que ce soit politique ou syndicale, rentrer dans une certaine fronde. Ils ont joué parfaitement leur rôle. Vous avez vu, la tension a semblé s'estomper. C'est maintenant à la société civile de lever la voix pour garder une continuité du débat. Si vous voulez, vous m'avez obligé à vous lever un pan de voile sur nos stratégies, mais c'est pour ça que c'est maintenant que nous levons la voix. Ok, je n'ose pas croire que les raisons sont pareilles. Je vais écouter plutôt Halmel Gandaro. Oui, ils ont envie de savoir pourquoi ce n'est que maintenant. La Constitution, oui, ça paraît très lointain pour vos concitoyens. Aujourd'hui, les faits sont là. C'est vrai, jamais trop tard pour mieux faire. Mais ils veulent savoir quand même pourquoi maintenant. Non, on a toujours mieux fait. C'est-à-dire que, un peu comme l'a dit mon collègue, votre agenda, l'agenda médiatique, effectivement, n'était pas au rythme de notre démarche. Parce que la société civile, dans sa fonction classique, fait du contrôle de l'action publique. C'est un contrôle citoyen de l'action publique. Quand vous faites le contrôle de l'action publique, vous faites la restitution. Eux ont besoin de plaidoyer pour des mesures correctives. Si le gouvernement est limité par rapport à ses capacités pour les mesures correctives, vous venez en accompagnement. Ça, c'est la fonction originelle de la société civile. D'autres se seraient définis des fonctions additives. Ce n'est pas le cas du Changement Social Bénin, je doute que ce soit le cas de Amnesty. Mais c'est ça notre fonction originelle. Le monitoring, reporting, plaidoyer et puis accompagnement au cas échéant. Ça veut dire donc que ce n'est pas une affaire de tapage, ce n'est pas une affaire d'exposition, ce n'est pas une affaire de code vocal. Non. C'est de la méthode. Ce que vous avez dit, des parlementaires vous diront non. Nous recevons leurs fiches contributives. Nous recevons leurs fiches de contribution et de plaidoyer. À chaque fois qu'il y a situation au Parlement. Les parlementaires, tant de la majorité que de la minorité, vous diront qu'ils ont de nos fiches et qu'ils nous reçoivent en audience et qu'on parle avec eux. Pas moi seul. On y va souvent en synergie avec d'autres organisations de la société civile. ACAT, Amnesty... En clair, la société civile donc, évolue au regard d'un agenda bien spécifique, bien propre. La question, c'est important pour nous en fait que d'avoir des résultats. Ça ne sert à rien que de crier toute une journée
Et in fine, ce pourquoi tu as crié, tu n'as aucun résultat. Ça ne sert En à tout rien. cas, cette sortie, vous l'avez fait, oui, le 31 janvier, on en parlera sans nul doute dans le temps. Oui, ils sont un certain nombre à prendre le devant pour présenter ce qui, pour eux, paraît l'urgence de l'heure. L'urgence, c'est bien la thématique autour de laquelle le CSB a donné de la voix. Urgence d'une garantie des droits économiques et sociaux dans la mise en œuvre du PAG. Avez-vous martelé Radmé Gandaro? Et pourtant, le gouvernement n'a de cesse de le souligner. Ces aspects que vous évoquez, ça rime à quoi? Ou vous jouez à quoi? Non, on ne joue à rien. Vous savez, le PAG a été présenté aux Béninois le 16 décembre 2016. Et après la présentation du PAG, nous avons pris connaissance des documents quelques semaines après qui étaient disponibles sur le site du gouvernement. Et les documents analysés, intériorisés, nous montrent en fait qu'il y a une forte sollicitation du capital privé pour la mise en œuvre du PAG. Et là, nous avions déjà quelques signaux. On se dit, mais le privé, les multinationales, solliciter comme ça, suivant une approche partenariat public-privé, tout ça, ainsi de suite. Il faut aller voir les modèles, là où ça s'est fait. On s'est un peu intéressé à certains pays de l'Europe occidentale, où ça a été implémenté, ainsi de suite. À certains pays de l'Europe du Nord, où ça a été implémenté, ainsi de suite. À certains pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, où ça s'est implémenté. Et on a vu un peu là où ça a marché, là où il y a eu des dérives, là où donc on se dit, bon, dans quelle méthode s'inscrit le gouvernement? Quelle est la démarche? Est-ce qu'il y aura suffisamment un contrôle citoyen? Est-ce que la participation citoyenne sera de pair avec la démarche de partenariat avec le privé? Non, on n'a pas vu venir, on n'a pas été spontanément associés aux études de faisabilité, comme quoi les documents qui ont été rendus disponibles pour les projets qui seront lancés bientôt dont ils parlent, on ne sait pas quels seront les impacts économiques et sociaux de ces projets qu'on veut lancer, quels sont les termes des engagements pris avec les partenaires, on le sait. Et puis les mesures fiscales qui ont été prises courant 2017 et courant 2018 dans la des finances, ainsi de suite. Mais là, il y a un problème. Il y a comme un besoin, en fait, d'ériger en fait un État-entreprise. Il est vrai que le 7 mars 2017, le garde des Sceaux, quand il annonçait la révision de la Constitution pour son émission et pour son entretien qu'il avait accordé à vos confrères, il avait déjà lancé, c'était un lapsus, il avait déjà lancé la boutade de l'État-entreprise. Pour moi, c'était... Donc, du coup, la pratique et la gestion de l'État, de plus en plus, se confirme, tout comme si on n'est pas dans une approche de gouvernance concertée avec les forces vives de la nation, mais plutôt l'érection d'une État-entreprise où, en fait, les forces vives sont considérées comme des consommateurs et des consommatrices. C'est-à-dire que, parce que dans l'État-entreprise, en fait, vous n'avez pas de liberté, vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça, mais écoutez, vous consommez, point. On a défini vos besoins pour vous et vous consommez sans avoir d'opinion. C'est un peu ça. Et donc, du coup, la décentralisation n'a pas été du tout un chantier important. Vous avez vu dans le draft de la Constitution, le titre 10 sur les collectivités territoriales n'a pas connu une virgule d'ajouter. Ce n'était pas le chantier. Alors que lorsque vous voulez déployer des politiques publiques d'impact de l'économique et sociaux, le principe voudrait bien que votre premier souci soit la participation citoyenne, qui sera la garantie en fait d'une redevabilité, ce qui va empêcher en fait la corruption. Et ce qui permettra effectivement d'avoir des résultats efficaces par rapport aux investissements. Donc, oui. Du coup, parce que vous faites attention, lorsqu'on parle de par exemple, le privé, c'est que le privé vient en tant que préposé de l'État. Donc, si le privé, déjà avec son capital, n'a pas en face de lui des citoyens très exigeants de ce pourquoi l'État lui a délégué une partie de ses compétences, si les citoyens sont faibles, si les citoyens sont vulnérables en termes de connaissances sur le contenu du service à fournir, si les citoyens sont vulnérables en termes, d'ignorance, de moyens économiques, tout ça, ça pose un problème. Donc, on n'a pas du tout senti, en fait, c'est-à-dire ce pan-là du travail, c'est-à-dire outiller les citoyens et capitaliser la gouvernance locale, la décentralisation, pour vraiment mettre en maillage toutes ces histoires. Vous savez que si les citoyens étaient là où on a prévu, par exemple, pour PPA, depuis qu'il a mentionné son introduction, là on a prévu, par exemple, construire une fontaine dans un petit village. Vous êtes sûr que si le chef, si les conseillers locaux et la population étaient suffisamment impliqués et savaient que c'est Joël qui est censé, suivant telle échéance, livrer la fontaine, tout ça, ainsi de suite, et qu'il était, avant qu'on lui donne 1 franc, 2 francs sur le travail à faire, on devrait recueillir
l'avis des citoyens qui sont observateurs de ce qui se fait, tout ça, ainsi de suite. Vous pensiez qu'on aurait eu PA2? On ne l'aurait pas eu. L'État-entreprise restait le modèle idéal pour le Bénin. On y revient avec votre permission. Je me retourne vers Fidèle Kikan. La thématique autour de laquelle vous avez eu à faire votre intervention, c'est le nouveau départ ne pourra se faire sans la protection des droits humains. Ça a provoqué un tic général à croire que les droits humains sont en souffrance. Pourquoi ces thématiques ? C'est pas nouveau, monsieur le journaliste, parce que c'est le titre même de la lettre ouverte que Amnesty International a adressée au chef de l'État. Ça fait un moment. Il paraît qu'il y a eu du chemin et que le gouvernement a fait ce qui devait être fait. Et là que vous revenez là-dessus, beaucoup s'interrogent. Je vous concède qu'il y a eu du chemin, mais s'il y a eu du chemin, il y a eu du chemin à l'envers. Du chemin à l'envers. Du chemin à l'envers, parce que je vais rebondir sur ce que mon collègue disait tantôt. Oui. Le chef de l'État, dans son dernier discours, le 23 décembre, semblait dire que l'une des causes des éléphants blancs que nous avons connus dans ce pays, que c'est l'absence d'études, encore que la redevabilité des gouvernants vis-à-vis des populations oblige que ces études qui ont été faites soient mises à disposition des populations que nous sommes. Mais nous allons, nous, à stade de la société civile, apporter un correctif à cette analyse, à ce point de vue, en disant non, certes, les études peut-être, mais fondamentalement l'absence de contrôle citoyen. Et c'est ce contrôle citoyen qu'on a crétinisé et qu'on continue carrément de bâillonner par une instrumentalisation de toutes les voies de pression, la prison, l'offense, outrage au chef de l'État et autres, qui montrent aujourd'hui, avec le recul, le fil conducteur de la perception de ce gouvernement par rapport à la question des droits humains. Quel est-il, ce fil conducteur ? Je vais vous rappeler. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture, avait dit et reconnu publiquement que l'État de la jouissance des libertés fondamentales n'était guère reluisant dans notre pays et qu'il allait s'atteler à pouvoir reconstruire un état de droit où chacun jouissait de ses droits fondamentaux. C'est ce qu'il a commencé à faire. Et qu'il ait accès, je ne sais pas, je vous le laisse dire, et que chacun ait accès à une justice équitable et libre. D'accord. Déjà dans ce discours, le mot droits humains n'a jamais été prononcé. Discours inaugural. Après, quand vous avez vu les deux autres discours sur l'état de la nation, je ne sais pas si le mot droits humains avait été prononcé. Le dernier discours, quand on a senti une approche des droits humains, c'est plutôt une boutade. Le chef de l'État disait à peu près, les droits humains ne sont pas une nomenclature d'exigences sans concession. Eh bien, là encore, nous, acteurs de la société civile, nous voudrions très respectueusement apporter un correctif que les droits humains, dans leur définition et principes, sont inhérents, inaliénables et donc indivisibles et tout ce que vous savez. Et donc, ce n'est pas parce que j'ai envie de construire une voie, une route pour une telle population que je l'exproprie sans avoir, par exemple, à le dédommager à la hauteur de la préservation de son droit à la propriété. Ça s'impose. Ça s'impose. Que je puisse faire des casses et laisser des sans-abri, c'est aussi des droits qui sont liés et que l'État, dans une tempérance et une ouverture totale, devrait pouvoir équilibrer. Alors, je disais donc que ces engagements qui ont été pris dans le discours d'investiture qui fait suite au serment que le chef de l'État a prononcé et donc au respect de la Constitution, nous suivons, quand nous voyons les actes qui ont été posés par la suite, nous avions d'abord été inquiets et aujourd'hui, nous sommes révoltés et indignés. Parce que vous avez vu, la première action à poser par le chef de l'État, c'est d'abord de supprimer le volet droits humains du ministère de la Justice et de la Législation. Ça paraissait anodin. Ensuite, vous avez eu la décision du 5 octobre pour suspendre les associations estudiantines comme ça, sur toute l'étendue du territoire national, avec 21 de ces étudiants leaders qui sont exclus des campus pendant 5 ans. Vous avez l'impression que tout ceci était planifié ? Je vais vous montrer, vous allez me dire si c'est planifié. Après, quand la Cour constitutionnelle a déclaré cette décision anticonstitutionnelle, aucun acte administratif du Conseil des ministres ne l'a rétabli jusqu'à ce jour. On en était là, fin novembre 2016, 7 organes de presse, dont vous avez été suspendu de façon complètement arbitraire
Et on est encore à traîner les séquelles. On pensait que tout cela était fini quand, en mars 2017, on voit venir un draft de nouvelle constitution, mais là, totalement rechargeant, rendant le chef de l'État super puissant, alors que le candidat Patrice Talon nous avait dit que le chef de l'État était déjà surpuissant et qu'il allait pouvoir le dépouiller de toute cette surpuissance pour pouvoir équilibrer les institutions d'État. Mais ce n'est pas ça que nous avons vu dans la Constitution. On n'a pas fini de discuter de ça quand on voit venir en août le nouveau code pénal qui, non seulement, ce n'est pas adopté encore, mais le modèle qui est là, non seulement confirme cette nébuleuse d'offense et d'outrage au chef de l'État, mais l'étend à tous les hauts fonctionnaires de l'État. Et vous avez vu après quel est l'enchevêtrement, quelle est l'interprétation qui a commencé à se faire. La deuxième personnalité de ce pays, le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, commence à parler d'outrage aux institutions. Et vous avez vu l'outrage aux institutions, ce que ça nous amène à faire. Je pourrais continuer à citer. Le fait dernier, c'est la tentative de retrait du droit de grève. Et sur ça, je vais vous montrer un peu... C'est lié aux droits humains? Absolument que oui. Et c'est fondamental. Vous avez suivi le garde des Sceaux? C'est un homme, un habitué du droit humain. Vous avez suivi la démonstration qu'on a fait? Ne faites pas une... Ça, c'est une confusion que les gens font. Ce n'est pas parce que je respecte le garde des Sceaux. Il est un éminent professeur. Tout à fait. Séduisant dans son domaine. Mais ne confondez jamais la question des droits humains et une expertise juridique. C'est là le problème. Parce que vous voyez, le garde des Sceaux est là et pourtant, le chef de l'État semble confondre le développement, la croissance et le respect des droits humains. Il semble mettre les deux en opposition. Mais ce n'est pas ça. Je parlais de retrait des droits de grève. Mais suivez un peu. Le décret qui a introduit la nouvelle Constitution a cité l'article 31 de la Constitution comme l'un des articles parmi les articles qui ont été modifiés. Donc, normalement, le draft qui est parti à l'Assemblée nationale, on devait voir la version modifiée de l'article 31 de la Constitution. Je l'ai ici, la version qui a été traduite, qui a été envoyée à l'Assemblée nationale. Vous cherchez dedans, vous n'allez pas trouver l'article 31 de la Constitution. Normalement, ça pourrait être une erreur. D'accord, je vous le concède. Mais cela seul suffisait pour que la commission des lois ne se prononce pas sur ce document. C'est vrai, la commission s'est prononcée là-dessus. Quand par la suite, nous avons vu exprimer incidemment, concrétiser incidemment le retrait du droit de grève, là nous avons dit, là nous avons compris. Ça veut dire que cet oubli, si on concède, était insidieux pour finalement incidemment voter une réforme aussi grave que de retirer le droit de grève. J'en aurais fini par la nomenclature des situations inquiétantes et qui prouvent à souhait que ce gouvernement tourne résolument dos à tout ce qui est droits humains en évoquant la question de la Cour constitutionnelle. Dans notre Constitution, jusqu'à présent, c'est le garant suprême de nos libertés, de la Constitution sur laquelle nous avons tous, enfin, le président de la République a juré. Mais c'est l'un des premiers régimes au Bénin où nous voyons successivement les décisions de la Cour constitutionnelle non seulement non respectées, mais bafouées. Vous avez vu la campagne qui est organisée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et pas presque interposée pour vilipender... Vous avez la certitude qu'il s'agit d'une campagne où ce sont des citoyens qui s'expriment. Quand je dis organisée, je n'ai jamais dit que quelqu'un l'a fait. Mais de toute façon, vous voyez des personnes qui, de façon continue, prônent un certain regard ou un certain soutien aux actions du gouvernement inconditionnellement, qui aujourd'hui embouche la trompette de vilipender tout simplement. Ça ne paraît pas anodin pour vous? Ça ne paraît pas du tout anodin. Et encore moins la démission du conseiller Dato envers et contre même la loi organique de la Cour constitutionnelle qui fait bloc constitutionnel. Envers et contre comment? Il peut démissionner. Mais avant d'acter sa démission, il y a une disposition qui est prévue. Et donc, il y a comme un dessein de bloquer cette Cour constitutionnelle. Et pourquoi donc nous nous sommes réveillés actuellement? Parce que cette Cour constitutionnelle est en train d'aller vers la fin d'un mandat. Vous craignez le pire? Nous craignons le pire. Si les citoyens de ce pays, si la société civile que nous sommes, ne nous mobilisons pas pour dévoiler le plan et pour pouvoir
exercer notre droit de contrôle citoyen et notre droit de dénonciation et de proposition d'alternatives, nous craignons le pire. Parce que demain, si M. Tantapillon, auquel je pense tout de suite et que je ne vous dirai pas, prenait la tête de la Cour constitutionnelle demain. M. Tantapillon. Dans ces conditions-là, ça veut dire que puisque l'Assemblée nationale en fait déjà pire. Déjà pire. Parce que si l'Assemblée nationale a pu voter, comme le disait le député Aladati, incidemment un retrait de droit de grève et que le président de l'Assemblée nationale reprend en disant qu'ils ont voté une décision aussi grave de la Constitution, avec pincement au cœur, ça veut dire que nous avons une Assemblée nationale totalement émotive par rapport à des questions centrales de la vie de cette nation. Et donc, si jamais demain, on se retrouve avec une Cour constitutionnelle à cette taille-là, il va falloir que les citoyens soient bien outillés. Et ça me rappelle un des rapports de Amnesty International, déjà en 2015, qui disait, de par le monde entier, il faut que les citoyens apprennent à prendre en charge la défense et la protection de leurs propres droits, parce que les États qui en étaient garants ont complètement trahi la cause. Le droit de ces citoyens, Fidel Kika, vous convenez avec moi, il est d'autres culturels aussi, économiques, et Radmel Gandaro là-dessus semble exprimer aussi une certaine crainte. Radmel Gandaro, vous parlez de capitalisme pur et dur, alors que le capitalisme sous d'autres cieux a fait quand même des peuples heureux. Votre inquiétude, c'est à quel niveau? Les professeurs agrégés en économie vont mieux vous expliquer que dans le capitalisme, vous avez le capitalisme productif et le capitalisme spéculatif. Malheureusement, au XXIe siècle, les gens ont suffisamment développé le capitalisme spéculatif, c'est-à-dire que ce n'est plus celui qui promeut le développement rural et qui met la société au travail pour que derrière ça, quand même, il y ait une économie familiale et qui se développe. Ça, c'est le capitalisme. Mais, c'est-à-dire axé sur l'humain qui produit, l'humain qui doit rester en bon état pour consommer ce qu'il produit et que voilà, pour achever ses besoins vitaux. Le capitalisme aussi passe par là. Donc, ce n'est pas qu'on est rangé comme... Non. Le libéralisme, ce n'est pas un truc mauvais. Ce qu'il y a, c'est que ça a développé des tentacules vraiment suffisamment dangereux ces dernières années et partout dans le monde entier. Et les États sont achetés par les multinationales où nos gouvernants, en fait, n'ont plus d'idéologie. Et c'est le capital, en fait, qui leur dit sa loi. Et le capital n'aime pas dialoguer. Le capital ne dialogue pas. C'est pour ça que mon raisonnement, je pars du PAG. Je pars du contenu du PAG, de l'approche de mise en œuvre du PAG, et qui suit une démarche de désétatisation, c'est-à-dire on contourne la colonne vertébrale, la fonction publique, on contourne tout ce qui fait l'État, et on fait intervenir en fait le capital avec ses règles. Vous avez vu la revue du Code du travail, vous avez vu les mesures de dérégulation sociale, rien ne doit bloquer le capital. Même quand vous lisez c'est-à-dire l'exposé des motifs, la proposition de loi sur l'embauche et consort, il a été très explicite sur ça. C'est-à-dire, on va créer un environnement attractif pour le capital qui viendra investir. Il ne faut pas que les bavardages des syndicalistes, les agitations de la société civile viennent encombrer les milliards d'euros qui vont arriver dans le pays. Non, on veut que le capital soit à l'aise. Donc, que le capital soit à l'aise, je veux parler terre à terre. Que le capital soit à l'aise, il faut faire taire les agitateurs. Le citoyen avec il faut faire taire les agitateurs. Le capital à l'aise, le citoyen veut savoir. Mais c'est le citoyen avec, non? Dans la démarche actuelle. Quel citoyen avec? Dans une société où le capital... Vous avez vu comment ça a évolué ces dernières années? Où un individu peut dire, moi j'ai un avion, j'ai un jet privé. Tandis qu'il vient d'un village où quelqu'un n'a pas tapé de 300 francs. La formule retenue au Bénin à travers le PAG et les décisions récemment prises, les tests de loi, c'est pour permettre comme des Béninois de pouvoir manger, si possible, plus de 3 repas par jour. Vous avez dit pareil. Mais le garde des Sceaux, le chef de l'État en répondant à Christine Lagarde, le 11 décembre, lors de sa visite ici, la dame a réitéré en fait toute son attention sur les engagements liés au droit à la santé et au droit à l'éducation, qui sont des fondements. Même le capitalisme a besoin que le citoyen existe, soit éduqué et soit en bon état pour pouvoir consommer ce qu'il produit. C'est fondamental. Donc, de ce point de vue-là, elle a réitéré ses préoccupations par rapport au droit à l'éducation et au droit à la santé. Le chef de l'État a donné des réponses successives, et là où il a enfoncé le clou, et dans toutes ses réponses, il dit ce qui est clair, nous n'allons pas continuer à mettre nos maigres ressources dans les secteurs qui ne donnent pas une réponse positive à l'investissement. Il est important que les ressources mises à nos dispositions soient utilisées à bon escient, qu'on les utilise
pour avoir les résultats visibles et rentables. Je vous rassure que nous ferons les efforts qu'il faut pour que les investissements dans le domaine social soient productifs, effectifs et durables. C'est-à-dire que le contrat social est détourné ce faisant. C'est-à-dire que venir par rapport à... C'est-à-dire que mon neveu, que mon cousin qui est au village, qui n'a pas la chance d'avoir des géniteurs peut-être qui les accompagnent comme moi j'ai été accompagné, comme moi j'accompagne les miens aujourd'hui, puissent savoir lire et écrire, puissent avoir accès à un minimum de soins de santé, qu'on dise que sur ça, un État devra faire du profit, devra parler d'investissement, devra parler de rentabilité, devra parler de productivité, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que si en Afrique, où les autres sont venus copier la responsabilité collective et ont développé ça à travers des mesures sociales en Occident, si en Afrique, on est venu copier la médiation, si en Afrique, on est venu copier assez de savoir-vivre humain, on vient développer aujourd'hui que sur le minimum qui nous rend solidaires des uns des autres, le minimum, sur ce minimum-là, on va dire que sur ça qu'on fera du profit. Sur ça, on parle d'investissement, de rentabilité, de productivité. C'est écœurant. Ces mesures sont-elles déshumanisantes? Vous savez, jusque-là, je ne suis pas encore rentré dans le champ lexical du droit de l'homme. Je ne vais pas embrouiller Non, vous êtes là pour les éclairer et non pour embrouiller. C'est pour ça que j'ai un langage terre à terre. La précision, elle s'impose. Terre à terre. Tout à fait. Et je vous demandais tout à l'heure. Je dis comme il a dit, oui. Nous avons tout compris. C'est-à-dire, on a tout compris. Il fallait comprendre, c'est quoi la vulgarisation du PAG. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... à chaque citoyen de s'approprier son contenu. C'est fait pour l'épanouissement collectif. Le mot que vous sortez là, oui. J'ai appris à cerner ce mot-là avec ce gouvernement. C'est-à-dire, vous pouvez lire un document et vous l'approprier vous-même avec vos capacités intrinsèques. Comment on peut vous amener à vous approprier le document selon ce qu'on veut que vous compreniez de ça? Dans la vulgarisation qui est faite du PAG, ce n'est pas que, c'est-à-dire de nos capacités intrinsèques, on se l'approprie selon nos acquis intrinsèques. Non. Vous devez comprendre et aller dans tel sens. C'est ça ce que ça veut dire. Et je vous dis, il y a des choses qui ne se font pas. Comme quoi? La question, comme il a dit, nous avons trop observé. La question du droit de grève, vous ne pouvez pas, dans un environnement comme ça, le retirer sans dialogue. C'est un minimum. La décision de 2011 a été, dans son concret réel, que son géniteur en est, dont son géniteur en est responsable, a été vraiment une décision, c'est-à-dire c'est une négation de droit positif. Donc, le fondement même de la doctrine de l'OIT qui a été utilisée à mi-chemin. C'est-à-dire que la doctrine de l'OIT, les experts de l'OIT sur la question concernant les principes du droit de grève, disent clairement, oui, effectivement, il y a des fonctions souveraines. Il y a des fonctions souveraines sur lesquelles, effectivement, on peut interdire. Voyez-vous, on peut interdire, mais en interdisant, donner aux fonctionnaires une garantie, c'est-à-dire un mécanisme d'arbitrage, un mécanisme de conciliation contraignant. Un mécanisme contraignant de part et d'autre pour le gouvernement que pour les fonctionnaires et dont les décisions sont exécutoires sans délai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'aller à ce mécanisme-là, vous avez déjà installé en fait un climat d'échange, un climat de dialogue avec des acteurs pour leur dire oui, vous faites une fonction, vous êtes dans des fonctions nobles, des fonctions respectables. Nous voulons en fait que vraiment à travers la noblesse de votre fonction, vous ne soyez pas dans la logique des débats. Voilà. Nous vous offrons en fait tel mécanisme pour vous. C'est-à-dire, comme je le dis, ce qui se passe, certains utilisent le mot arrogant, je ne vais pas l'utiliser. Parce qu'il s'agit de personnes respectables que moi j'ai connues par le passé et que je continue à respecter. Mais le problème, c'est le capital. C'est le capital qui dit ce PAG-là, qui est arrogant. C'est le capital qui dit ce PAG-là, qui n'aime pas le dialogue. Le capital, le dialogue pas. Vous revenez aussi là-dessus, Ralmel. Et ça, il faut qu'on apprenne. Il faut que. C'est quoi ce procès? Que vous faites. Notre sortie. Ralmel Ganaro, c'est quoi ce procès incessant d'absence de dialogue que vous faites au gouvernant? Notre sortie, c'est pour expliquer en fait que le Bénin a tous les potentiels pour aller de l'avant. Nous sommes conscients que la zone politique béninoise dont ils ont hérité, en dehors des fonctionnaires, des nominations politiques qui ont des conséquences plus graves sur l'administration publique, dont ils sont responsables, eux gouvernants à chaque fois, en dehors de ça, il y a quand même
c'est-à-dire quelques indélicats à la fonction publique qui sont enclins à la paresse, c'est-à-dire au raccourci, ainsi de suite. Il faut des réformes pour redresser. Ça, on n'a pas vu ça. On a contourné ça pour aller aux collaborateurs extérieurs, on a contourné ça pour aller à l'indélication, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes conscients que quand on va dans nos centres de santé, par exemple, lorsqu'on dépose des réactifs dans des labos, bien, lorsqu'on dépose des choses pour soigner, c'est détourné par des agents. C'est détourné par des agents. Le fonctionnaire devient privé derrière et dépouille les centres de santé de ce que l'État a mis à disposition. On les a élus pour qu'ils établissent des mécanismes à l'intérieur de l'administration pour corriger ça. Pas pour qu'ils contournent en allant vers le capital, vers le privé. Non. C'est ça, en fait. Ceux-là qui ont voté pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit, nous sommes conscients que nous avons des mots. Nous les avons amenés pour qu'ils aient de l'andragogie, de la pédagogie, pour corriger le mal errant dans l'humain du fonctionnaire béninois. Ça ne se fait pas. Afin de relancer notre... Corriger le mal errant ne veut pas dire contourner, en fait, le mal pour des approches plus dangereuses. Parce que je vais vous faire une caricature plus simple. C'est quoi? Je suis éreinté. J'ai un mal. Vous venez pour me soigner. Parce que j'ai un mal causal au niveau de la hanche. J'attends de vous, en fait, une thérapie pour me déplacer au mieux du point A au point B, suivant un délai raisonnable. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez, au lieu de me prescrire une thérapie progressive pour que je me relève, vous prenez un bâton et vous m'achevez la hanche. Vous me déposez dans un fauteuil roulant, désormais j'appuie un bouton, en 2 secondes, je fais le point A au point B. Bon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs angles de vue. De l'autre côté, on peut dire que j'ai une motricité rapide pour l'instant, mais à quel prix? Au prix de ma hanche qui est partie. Donc il faut faire attention par rapport à la thérapie proposée. Tout le débat est là, en fait. Tout le débat est là. Je vais être terre à terre, vous comprendre, en fait. Et ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème d'opposant, de mouvancier, c'est un problème d'idéologie, c'est un problème de vision. La vision que les gens qui ont là axé en grive sur l'arrogance du capital, qui ne connaît pas le dialogue, qui ne connaît pas la richesse qu'il y a dans l'humain, qui ne connaît pas, en fait, l'État. L'État, c'est sacré. L'État, pour moi, c'est toute une religion. On ne peut pas s'amuser comme ça avec. Est-ce qu'on en est aujourd'hui à s'amuser avec l'État? En tout cas, vous suivez là le regard d'acteurs de la société civile, eux, qui sont en contact permanent avec les populations, donc sachant sans doute ce dont ils parlent. Oui, Fidèle Kikan, la situation des droits de l'homme, avez-vous semblé dire, est préoccupante. Et le Bénin pourrait risquer go si on ne sait pas de revoir la barre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prend les citoyens, est-ce qu'on ne peut pas se convaincre de ce qu'il y a quand même cette volonté de parfaire les relations entre humains et donc de ne pas être maître à chaque Béninois, de pouvoir jouir comme cela se doit, mais dans les règles de l'art, respect des tests existants de son droit fondamental sans en empiéter sur celui des autres. J'ai du mal à répondre à votre question directement sans faire référence à une dualité de langage et de comportement. Je ne veux pas reprendre le mot qui est venu du régime même, c'est-à-dire la locution qui est venue du régime même de ruge et de rage. Vous pensez que c'est du sérieux? Il y a une dualité de langage et de comportement. Je prends un autre fait. On était supposé, il y a quelques mois, avoir rien trouvé dans la caisse de l'État. Oui. Bon, pourquoi dites-vous supposé? Ça a été dit. Pas grand-chose. Amnesty International n'a pas fait des investigations. Donc nous utilisons juste ce qui a été dit par le gouvernement et qui est écrit. Donc si on nous attaque demain, on va prouver. C'est ce qu'on nous a dit. Mais ce que nous sommes en train de voir, en tout cas depuis quelques jours, c'est que, curieusement, sans qu'on ait clairement vu la croissance économique à un moment donné, curieusement, les salaires des hauts fonctionnaires de l'État ont été décuplés ou vintuplés, tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps, la population, on leur demande d'attendre, de se serrer les ceintures. Les primes ont été coupées, ceci ont été coupés. Amnesty s'en inquiète aussi. Et pendant ce temps, on dit qu'on est en train de faire de l'économie pour l'État. C'est où l'économie qui est faite? C'est quoi la préoccupation d'Amnesty dans ce sens? La préoccupation, c'est le manque de transparence. Parce que nous travaillons aussi là-dessus, le manque de transparence dans la gouvernance et le manque de redevabilité, l'insuffisance de redevabilité. Parce que vous ne pouvez pas dire I et faire Y. En plus, l'autre inquiétude, il a parlé longuement du capitalisme. Nous avons ce risque aujourd'hui. Mais j'ai tremblé d'indignation dans mon divan
quand j'ai vu une délégation officielle diplomatique de la Belgique, au lendemain de la signature de cet accord au port autonome de Cotonou, que la représentation de la Belgique vienne dire « Nous soutenons à 100% les réformes du régime en place ». Je suis désolé, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, ce n'est pas le rôle d'une mission diplomatique. De venir comme ça, faire une déclaration comme cela, parce que la veille, on a signé des accords juteux. Personnellement, moi, je suis dans un recours, en tout cas dans une démarche d'interpellation du gouvernement belge par rapport à ça. Parce que c'est des choses qu'on utilise pour influencer les 80% d'analphabètes du pays. Dans quel sens? Et quand on va pouvoir nous utiliser, comme on a instrumentalisé le passage du FMI, ils ont validé notre PAG, les partenaires sont avec nous. C'est dangereux de pouvoir instrumentaliser les choses de ce niveau-là, alors que nous végétons dans la misère. Qu'on vienne nous dire, moi je suis assistant social je vais sortir un peu de mon rôle d'Amnesty là. Je suis assistant social de formation. Je vais bien mener le débat avec le gouvernement sur ce qu'on appelle mesures sociales et les prévisions ou les planifications du PAG. Vous n'en trouvez pas? Je n'en trouve pas. Le chef de l'État, comme mesure sociale, a cité très bien l'éducation et autres, et ça c'est complètement à discuter, mais il est allé citer les forages qui sont en train d'être faits dans les écoles, les cantines scolaires pour tel nombre. Non, je vous en prie. L'approche droits humains, c'est pour ça que mon collègue disait ici, il faut qu'on ait le langage terre à terre. L'approche droits humains, quand il en reste un, vous n'avez rien fait. Il faut des mesures structurantes qui puissent couvrir tout, mais en même temps, ne pas laisser les urgences. Quand le chef de l'État dit que aller sur les urgences, c'est un suicide collectif, mais en matière de droits de l'homme, est-ce que vous savez que celui qui souffre aujourd'hui dans sa peau, celui que vous allez léser aujourd'hui dans sa peau, dans son droit, parce que vous avez un PAG que vous voulez mettre en œuvre à pas de charge, en appelant tous les capitalistes du monde entier, comme cette délégation de la Belgique qui est venue un peu jeter le pavé dans la mare. Quand vous faites ça, comment est-ce que vous pouvez demain rattraper tout le tort que vous avez causé aux personnes qui sont là? Il y a un débat autour du droit de grève où on a dit par exemple qu'il y a des morts, il y a des malades, il y a ceci, on oppose le droit de grève à ça. Mais à qui revient la responsabilité? C'est à l'État qui a l'obligation de protéger. Donc, il y a comme une fuite de débat, il y a comme une dualité, comme je le dis, de langage et de comportement qu'il faut dénoncer et que maintenant, nous, acteurs de la société civile, ce langage soutenu par une insécurité juridique qui ne dit pas son nom. Les lois qui sont votées en l'emporte-pièce à l'Assemblée nationale. Pour illustrer ce que vous dites, insécurité juridique, alors, vous faites allusion à quoi? Les gouvernants ont bien compris que nous, acteurs de la société civile notamment, ce que nous utilisons souvent, c'est qu'est-ce qui est garanti par la loi et les instruments. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen d'aller justement mettre les verrous ou les incongruités contre les droits humains dans les lois. La loi sur le renseignement. Il y a une incongruité dans cette loi? C'est une violation du droit à la vie privée. Et c'est une violation même du respect de répartition du pouvoir dans l'État. Parce que le chef de l'État a tous les pouvoirs absolus de devenir s'il le veut, de développer le voyeurisme s'il le veut, comme il le veut. En ce moment-là, vous vous sentez-vous en sécurité? Parce que c'est ce qui nous a été promis, ça. C'est la sécurité des personnes et des biens. Alors, quand vous continuez, vous prenez le code numérique, vous prenez, que ce soit, il a évoqué les lois sur l'emploi, où on est en train de contourner. Tout cela aujourd'hui, on va vous référer demain. Si le droit de grève aussi était retenu dans la loi, on va vous dire, bon, c'est la loi, on applique la loi. Mais on a oublié que dans cette précipitation-là, de déconstruire ce qui a été construit sur la base de la vie, du sang des Béninois, que leur sang et leur vie vont crier à un moment donné pour que des projets aussi machiavéliques puissent échouer. Parce qu'en faisant ça, dans cette précipitation, on a oublié qu'on avait déjà une très belle loi 2001, ou 2011, je ne sais plus, 2001, sur le droit de grève et dont simplement l'application pouvait régler tous nos problèmes. Mais c'est parce qu'on ne veut pas dialoguer. Et tant que ça va être comme ça, tant que ça va être du frontal, je vais vous citer le troisième paragraphe du préambule de la déclaration
universelle des droits de l'homme, qui dit à peu près: il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nous, acteurs de la société civile, prônant la paix, prônant le dialogue, nous avons l'obligation, comme il a dit, d'accompagner l'État. Et là où l'État, peut-être la tête dans le guidon, ne voit pas qu'on est en train de foncer dans le mur, nous, en tant que veilleurs de la cité, nous avons l'obligation de le dire. Merci, ce n'est pas Fidèle bon. Et c'est le problème Keita. aujourd'hui, que le chef de l'État, que les gouvernants en place puissent modifier leur discours et l'adapter beaucoup plus à la question des droits humains. La question des droits humains, non pas selon leur définition à eux, mais selon la définition universelle. Ahmed Ganaho, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a quand même la tête dans les guidons? Les clignotants seraient ouverts, et les jalons sont en train d'être posés, et lorsqu'on vient dans un état où tout est presque à reconstruire, on peut comprendre qu'il faut mettre un peu de temps et en même temps demander aussi un peu de la patience et de la compréhension. La main tendue dont il est aujourd'hui question, est-ce qu'elle vient de part et d'autre quand on prend tout le temps à accuser le gouvernement? Je vais vous raconter en quelques secondes. Oh, vous avez trois oui, minutes. J'ai échangé avec une institution européenne qui était installée au Bénin. Elle a fait 20 ans au Bénin, cette institution-là. Et pour partir, cette institution-là, dans une discussion, disons, pas officielle, mais détournée, on demandait, mais pourquoi est-ce que vous êtes si enclin à la responsabilité collective chez vous? La responsabilité, parce que cette institution, elle est de droite, elle est libérale. Mais pourquoi vous êtes... En 20 ans de séjour au Bénin, ils ont constaté en fait que dans la pratique, dans le mode de vie des Béninois, ils sont vraiment enclins à la responsabilité collective. Il faut faire attention. On peut avoir toute la science de ce monde, on peut avoir toute la fortune de ce monde, on ne peut pas aller contre un peuple. La démarche de mise en œuvre du PAG est anti-réalité socio-anthropologique béninoise. Cette démarche de mise en œuvre du PAG est anti-État, tel que nous l'avons conçu. Notre contrat à nous au Bénin, c'est une approche de désétatisation. Ils peuvent montrer du jour au lendemain des résultats miraculeux, c'est-à-dire des résultats d'infrastructures, des trucs investis, ainsi de suite. Ce qu'on a vu à court terme n'a aucune garantie de pérennité à moyen et à long terme. Donc, le travail que nous faisons et ce à quoi nous nous engageons pour les accompagner, pour être en synergie avec eux, c'est pour que ce qu'ils auront produit comme résultat soit dans la pérennité, perceptible à moyen et à long terme. Ce n'est pas la peine de foncer tel qu'on a foncé ces derniers mois. La main tendue est là maintenant. Notre sortie, c'est pour le dire, nous vous avons suivi, nous vous avons compris, on vous a compris sur les menaces, souffrez qu'on vous apporte des solutions collectives, souffrez qu'on vous accompagne si vous devez pour conclure le bien sur commun. l'essentiel à retenir. L'essentiel à retenir et relativement à votre question introductive, c'est que la société civile ne va pas faiblir. La société civile ne va pas s'ériger en opposition. La société civile fera le travail qu'il faut pour l'intérêt général. Merci à vous, Ahmed Ganaho, Fidèle Keita, en 30 secondes. Inviter le gouvernement à revoir sa politique générale, sa politique publique par rapport aux droits humains et dialoguer davantage pour prévenir pour préserver la paix sociale et la paix politique. Merci Fidèle Keita, merci à vous, Ahmed Ganaho. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, le temps, qu'est-ce qui passe vite. Vraiment. Demain, c'est un autre jour avec la même disponibilité. Cette citation de l'ancien chef d'État africain, très en vue, sud-africain, donc pour être précis, Nelson Mandela, et je vous quitte par la suite. Toute personne, partout, tout le monde a le droit de vivre dans la dignité, libre de toute crainte et de toute oppression, libéré de la faim, mais aussi de la soif. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. À demain.